Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Valmary, expert en agriculture intégrée durable. Établi en Roumanie depuis plus de 20 ans, Patrick Valmary a participé à la transformation de l'agriculture roumaine conventionnelle vers une agriculture intégrée durable, mais aussi à la transition numérique du secteur. Et sur un plan plus personnel, la Roumanie lui a aussi beaucoup apporté. Il va nous en parler. Patrick Valmary, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au micro du soir. Alors, on va commencer par parler de cette agriculture intégrée durable et puis après, on va certainement se tourner vers d'autres sujets différents et notamment qui sont liés à cette agriculture intégrée durable. Quels sont les principes de base de cette agriculture intégrée durable et comment cette nouvelle façon de cultiver s'est-elle répandue en Roumanie, dans les grandes lignes, hein, évidemment. Bien sûr. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, non, bien sûr, non. Bien évidemment. Simplement, ce qu'on peut dire et préciser, c'est que l'agriculture, en général, était classifiée jusqu'à présent en deux modes. Le mode conventionnel et le mode d'agriculture biologique. Depuis, on va dire, une vingtaine d'années, s'est ouvert une autre méthodologie d'agriculture. C'est, on va dire, la troisième voie, c'est l'agriculture intégrée durable, qui permet, on va dire, d'intégrer des techniques de l'agriculture biologique dans le système conventionnel. Voilà, donc qu'on soit clair, dans cette méthodologie d'agriculture, on utilise les éléments de la pétrochimie, enfin tout ce qui est engrais chimiques, tout ce qui est pesticides ou produits de protection des cultures, on va dire, mais on va les utiliser de façon plus optimisée. Quand vous dites plus optimisée, c'est-à-dire de façon moins intensive peut-être? Tout à fait. On va surtout utiliser des méthodes qui permettent de les réduire. Et ici, va intervenir les notions d'agriculture digitale, où on est capable aujourd'hui d'anticiper les risques de maladies, les risques de parasites, pour intervenir juste au début afin de contrôler les pressions. Et puis, cette agriculture numérisée vous permet aussi de cibler les espaces, les endroits, non, où il y a besoin plus ou moins de... Il y a plusieurs modèles et on peut dire tout au début. Les principales utilisations, c'est l'intelligence artificielle déjà qui intervient dans l'agriculture et surtout la possibilité de modéliser les risques par rapport à n'importe quel parasite. On a aujourd'hui effectivement beaucoup de solutions dans ce domaine-là. D'accord, d'accord. Alors, vous avez parlé d'agriculture bio. C'est quoi l'agriculture bio? Vous dites que c'est en fait l'agriculture intégrée durable, c'est l'agriculture bio intégrée à l'agriculture conventionnelle. Oui, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que on essaye d'intégrer le plus possible de techniques de l'agriculture biologique dans le système conventionnel. Un des exemples les plus concrets, c'est la possibilité de couvrir en permanence les sols pour protéger les sols agricoles. Donc là, on va couvrir les sols entre deux cultures avec un couvert végétal. En général, ce sont des plantes qui ont cette capacité à régénérer le sol agricole pour pouvoir diminuer l'utilisation des engrais chimiques. D'accord. Voilà. Et aussi diminuer le travail du sol, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le travail du sol est très agressif pour les sols, les micro-organismes et tout ça. Donc, on va essayer de diminuer ce travail. D'accord. Et parce que souvent, on a tendance à penser que l'agriculture biologique... Est-ce qu'on peut dire agriculture écologique et biologique, c'est un peu la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Oui. Il n'y a qu'à laisser la terre... Enfin, c'est toute une technique, l'agriculture biologique. Oui, tout à fait. L'agriculture biologique, c'est quelque chose de très pointu. On peut dire c'est vraiment l'agriculture la plus évoluée. Le seul problème, c'est qu'elle est très difficile à mettre en œuvre et que parfois on est dépassé par les pressions, je dirais, naturelles, notamment au niveau maladie, aussi au niveau climatique.
c'est qu'il n'y a rien de parfait dans les systèmes agricoles. Il faut être clair, on aurait beaucoup de mal, ou on n'arriverait pas à nourrir la planète avec une agriculture biologique. Parce que malheureusement, on a perdu la capacité à produire sans cette aide chimique. Ce qui me fait penser qu'on a souvent en Roumanie critiqué cette agriculture qu'on appelle de subsistance, avec des petites parcelles et des petits propriétaires, mais quelque part dans un monde idéal, ce serait la solution, mais qui n'est plus possible aujourd'hui. Alors tout à fait, ça c'est vraiment la solution idyllique. Simplement, qui d'entre nous est capable de revenir travailler la terre? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre confort de citadin pour aller sarcler tous les jours? Elle est toujours présente, cette agriculture de subsistance en Roumanie? Alors elle est présente par force, parce qu'elle faisait partie du patrimoine rural roumain. Malheureusement, ou logiquement, on va dire, elle disparaît parce que personne ne veut reprendre ce système. Je vous assure, j'ai une maison à la montagne, dans le vrai, je dirais, paradis rural. Où ça? Sur les coteaux de Herculane. D'accord, on va en parler plus tard. Oui. Donc, je peux vous dire que malheureusement, tous les locaux sont partis. On a beaucoup de mal à maintenir cette région, enfin ce secteur, parce qu'on n'a pas la capacité, on a perdu, par exemple, on n'a plus de chevaux, voilà, enfin je veux dire, ça devient problématique de rester dans ce secteur. Voilà. Suite à cela, et vous me direz si je me trompe, mais de vastes surfaces ont été achetées et continuent à être achetées par des grands groupes internationaux qui ont tendance à faire de l'agriculture intensive. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Enfin, est-ce qu'ils ont un peu une conscience de ce que vous dites et veulent se diriger vers une agriculture intégrée durable? Alors, cette idée que les terrains sont rachetés par des grands groupes, c'est pas réservé à la Roumanie. Il faut savoir que la France va être de plus en plus confrontée à cette situation. C'est pas un problème, c'est une situation, parce que là aussi, on n'a plus personne pour travailler les terres. Donc, tout le monde veut une agriculture rurale, veut des petites agricultures, mais qui veut travailler la terre? Ça, c'est la grande question. Après, sur ce modèle qui est soutenu par l'agriculture, je dirais, de grande surface, il faut savoir que ces gens sont très impliqués dans l'agriculture durable. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup d'exploitations de très grande surface. Les plus grandes exploitations aujourd'hui de Roumanie sont très impliquées. Et pour développer cette technologie, nous avons besoin de leur support. Et eux, ils ont besoin de nous. Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que le respect du sol, qui est le principal outil de travail pour l'agriculteur, doit être respecté, doit être maintenu, doit être amélioré. Et tout ceci ne peut passer que par les technologies de l'agriculture intégrée durable, les technologies de l'agriculture bio qu'on ramène dans le conventionnel. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a un engouement pour ces technologies très, très, très important. Donc, vous êtes plutôt optimiste? Alors, on est optimiste par rapport aux intentions. Simplement, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, vous, je dirais entre guillemets, dans les bureaux, vous ressentez moins la pression du changement climatique. Nous, déjà, on est dans le problème. Parce que c'est aussi une réponse au problème du changement climatique, cette agriculture intégrée durable. C'est quoi? C'est d'intégrer tous ces paramètres, tous ces phénomènes naturels qui changent, qui se modifient. Il ne s'agit pas simplement de gérer le sol. Ah non. Il faut savoir une chose, c'est que le changement climatique est effectif depuis 3-4 ans dans le sud de la Roumanie, surtout, qui est très, très touché. On vit des sécheresses très importantes, on vit un réchauffement l'hiver. Il faut savoir que tout ça, c'est très agréable pour le citadin, pour nous et pour la nature, c'est très compliqué. Les froids très rigoureux que j'ai connus quand je suis arrivé il y a 20 ans en Roumanie, on avait des températures qui descendaient en dessous de 20-25 degrés.
nous permettait de faire un reset, un nettoyage hivernal de tous les parasites, les mauvaises herbes. Tout ça, on n'a plus. On voit apparaître des nouvelles pressions de parasites, des choses qu'on n'avait jamais vues. L'année dernière, par exemple, on perdait des cultures de colza détruites par des fourmis. Moi, j'ai 40 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Voilà. On est venu en Roumanie aussi pour profiter de ce nettoyage naturel pour produire des productions de semences, parce qu'on n'avait pas des parasites qu'on a en France. Depuis 4-5 ans, on retrouve ce parasite en Roumanie. Donc ça, c'est des choses concrètes que l'on vit aujourd'hui dans l'agriculture. L'agriculture est déjà perturbée par le changement climatique. Dans cette agriculture intégrée durable, vous dites qu'il faut quand même toujours des fertilisants oui. Ah oui, c'est le... Pardon, allez-y. Oui. Ouais, je vais l'expliquer après aux auditrices et auditeurs. Ok. Je vous propose de faire donc une respiration consciente, c'est-à-dire de revenir à soi pour faire une pause. Donc voilà. Simplement une respiration consciente, une respiration profonde. Ok. Voilà. Voilà. Alors ça, on va en parler après. Là, c'est terminé. Oui, c'est bon. Okay. D'accord. On va en venir tout de suite parce que les auditrices et auditeurs se demandent mais qu'est-ce que c'est, de quoi nous parle-t-il maintenant? Alors, on va y arriver. Je voulais simplement vous demander concernant ces fertilisants, vis-à-vis des consommateurs, il y a encore un espace de doute par rapport à l'impact sur la santé humaine, même avec cette agriculture intégrée durable? Alors, bien évidemment, rien n'est neutre. Mais là aussi, je vais vous poser une question. Pensez-vous que la prise de médicaments soit totalement neutre pour l'être humain? On est à ce niveau, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'utilisation de pesticides. Moi, je dirais plutôt qu'on utilise des produits de protection des cultures. Et là, on fait le parallèle. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se soigne plus, on ne soigne plus les plantes, ou on essaye de se soigner avec des plantes et aussi des médicaments quand on n'arrive plus à faire face à la grippe. Bon, voilà. Je crois qu'on en est là au niveau de l'agriculture, de cette agriculture intégrée durable. Déjà, beaucoup de surfaces, beaucoup d'agriculteurs sont dans ce domaine-là. L'utilisation des produits de protection des cultures, c'est pas quelque chose que l'agriculteur apprécie. Il est, je dirais, condamné à le faire dans des situations de forte pression. Il faut savoir une chose, c'est que la Roumanie est sûrement le pays qui utilise le moins de pesticides à l'hectare, le moins d'engrais à l'hectare. Parce que ça coûte cher, principalement? Oui, et puis c'était une tradition où on faisait l'agriculture déjà optimisée. On n'est pas au niveau de ce qui se fait en France ou en Belgique ou en Hollande. Donc déjà, on est sur un bon support, on a un très bon sol, on a des choses très intéressantes qui nous permettent de faire cette agriculture optimisée. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura effectivement, il y a pour l'instant deux choix au niveau du consommateur, c'est la possibilité d'acheter du conventionnel et d'acheter du bio. Vient cette troisième voie de l'agriculture durable qui va être sûrement certifiée un jour à travers ce qu'on fait déjà au niveau de l'agriculture humaine, c'est des bilans d'empreinte carbone, d'empreinte sur la biodiversité. Il faut savoir que déjà on développe ça et ça fait partie aussi de mon activité. On fait déjà ce type de mesures. Si demain le consommateur prend la précaution d'acheter du local au lieu d'acheter des produits d'import, il aidera aussi l'agriculture humaine. S'il achète du lait d'avoine au lieu d'acheter du lait de soja, il aidera l'agriculture intégrée durable. Enfin, tout est lié, je veux dire, c'est aussi le consommateur qui est le moteur de ce changement. Si lui ne fait pas la différence, l'agriculteur ne produira pas pour un marché qui n'existe pas.
On voit ce qui se passe aujourd'hui en France. Le gouvernement a donné une impulsion pour l'agriculture bio et aujourd'hui, les producteurs bio vivent une crise de disponibilité parce qu'ils se retrouvent avec un marché saturé, une offre bien trop importante par rapport à la demande. Donc il faut bien prendre en compte que c'est le consommateur qui fait la production, pas le producteur. D'accord. Donc c'est à nous mobiliser en tant que consommateurs pour impulser ce changement. Pour l'instant, en Roumanie, est-ce que les produits issus de l'agriculture intégrée durable sont étiquetés? Non, mais vous commencez à voir des choses. Et en Europe, c'est déjà le oui, cas? Oui, on commence. Il y a déjà une forte... des efforts qui sont faits notamment dans les pays, on peut dire que la France est un pays moteur dans ce domaine-là, et on commence déjà à avoir des labels bas carbone qu'on appelle. Ça ne résout pas tout, mais le fait que déjà on ait pris conscience qu'il peut y avoir une possibilité de valoriser l'effort des agriculteurs pour les produits bas carbone, on est sur le bon chemin. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est le consommateur qui doit supporter et une prise de conscience par rapport à ça. Oui. Au niveau européen, au sein de l'Union européenne, grosso modo, cette agriculture intégrée durable, elle concerne combien de c'est difficile d'avoir des chiffres, mais il faut savoir qu'on a aujourd'hui, on n'a pas d'autre chemin. Je veux vous dire très clairement, on est pressé par la politique, les lois. Les lois sont votées par des députés qui représentent le peuple. Hein. Donc, je veux dire, la direction, elle est quand même là. On est pressé par le climat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on continue l'agriculture conventionnelle, on va avoir beaucoup de difficultés à soutenir la production. Donc, c'est important d'intégrer cette protection du sol, cette protection de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on remet en cause de vieux systèmes de production, mais on ne peut plus faire marche arrière. Ça, c'est clair. Voilà. Et il y a une vraie prise de conscience des grands investisseurs dans l'agriculture vers cette agriculture intégrée. Ça pour vous, il n'y a pas de... Tout à fait. Qui soit de n'importe quelle nationalité. Hein, tout à fait. Et puis, ce qu'on croit et ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une mode, parce que l'humain fonctionne d'après ses modes. Et comme il y a une mode pour la voiture électrique, il faut savoir aussi que les grands constructeurs de téléphones, tout le monde aujourd'hui est impliqué dans ce problème du changement climatique, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche la production agricole, mais aussi le tourisme comme les stations de ski. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 80% des stations de ski du massif européen qui vont être pénalisées, touchées à divers degrés, mais déjà, on voit la fermeture de stations de ski liées au changement climatique. C'est plus une utopie, quoi. On y est. Voilà. Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant à cet arrêt, cette respiration que nous avons eue pendant cet entretien, et je vous en remercie. On va faire le lien avec l'agriculture. Vous me disiez, avant qu'on commence, que si chacun cultivait, on va utiliser la même sémantique, ce temps de respiration, eh bien... ça serait aussi positif pour l'agriculture, mais pas seulement, dans presque tous les domaines. Alors expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire, ce moment de respiration. Je pense qu'on va peut-être en avoir un autre d'ailleurs. Votre téléphone, m'avait dit, est toujours sous silencieux, mais tous les quarts d'heure, il y a ce moment de respiration consciente. Et puis après, on parlera un petit peu aussi de cet endroit que vous avez dans la montagne, qui est lié donc à ces moments de respiration. Donc, expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. Bon, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous avaient entendu parler de ce qu'est la pratique de la pleine conscience. Bon, la pleine conscience, c'est, on va dire, l'opposé de l'inconscience. Et cette technique de la respiration consciente, c'est d'être capable de mettre des pauses dans notre vie
comme maintenant, prendre le temps de parler, prendre le temps de respirer. C'est une technique qui vient, je dirais, de la pratique des bouddhistes, hein, mais elle est actualisée aujourd'hui à notre monde, et c'est clair que, pour résumer, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est simplement une pratique, on va dire spirituelle, c'est être capable de se reconnecter à son corps, à ses émotions, et pas seulement aux nôtres, aux émotions des gens qui nous entourent, de notre environnement, et surtout de la nature. Parce que si on était plus conscient, c'est-à-dire si on respirait plus souvent consciemment, on s'apercevrait qu'on s'est trompé de chemin, qu'on ne respecte pas cet équilibre original, cet équilibre qui est la nature, où les choses se sont construites depuis des millions d'années. Et nous, on est arrivé, on a un peu perturbé tout ça à cause de notre inconscience. Et c'est pour ça que pratiquer cette respiration peut nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'est, dans mon domaine, l'agriculture intégrée durable, parce que justement, on peut être plus conscient justement du sol, de la vie du sol, que cette vie du sol, elle est très importante pour l'équilibre et la production en quantité et en qualité des aliments que nous consommons chaque jour. Voilà quelle est la relation un peu. D'accord, d'accord. Et donc cet endroit que vous avez alors, à la montagne, expliquez-nous. Depuis quand vous avez... Alors c'est intéressant, c'est un endroit que j'ai découvert grâce à ma compagne Miliana. Je l'ai découvert en 2004, hein. Donc il fait partie de ma vie, je dirais, de ma deuxième vie roumaine. Et je crois qu'il correspond à un rêve d'enfant, parce que j'ai construit une cabane, une simple cabane, sans eau, sans électricité. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir se connecter totalement avec la nature. Et elle continue à être sans eau ni électricité? Oui, oui, oui. Alors, après, il y a de l'eau, mais il faut marcher un peu. Voilà. Donc, le but, c'est aussi de prendre conscience de la valeur de l'eau, de la valeur de tout. Et donc, bon, les gens qui sont venus l'ont trouvé sympa parce qu'elle est positionnée sur un point de vue magnifique où le matin, on voit le coucher, le lever du soleil, le soir, le coucher. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, enfin, vous faites venir des amis proches Alors oui, oui, tout le monde est invité. Ouais. Simplement, il faut savoir qu'il y a 2h30 à 3h de marche à pied avant d'y arriver. Le but, c'était aussi d'éliminer les voitures et tout ça. Donc, on ne peut pas y accéder avec un cheval et un carrosse, enfin, parce que ce sont que des potecs. Le but, c'est de faire un effort physique pour y accéder, et ça fait, bon, c'est vraiment très, très, très joli, le secteur. On a la chance de ne pas avoir d'ours, c'est très rare en Roumanie. On a des vipères, hein. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'ours dans la région? Alors, je ne sais pas, c'est une chance, parce que vraiment, dans les autres secteurs, c'est compliqué de cohabiter avec la nature. Mais bon, ils font partie, eux, de la nature. C'est nous qu'on les a un peu dérangés. Et donc là, c'est ce qu'il y a d'intéressant de ce lieu, c'est qu'il n'y a pas d'ours. Et c'est un lieu très prisé des vrais naturistes, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des marches à pied. C'est à côté d'Herculane. C'est à côté d'Herculane, c'est traversé par la route pédestre qui part je crois, qui fait plus de 1000 km. C'est une vieille route pédestre, c'était la frontière entre l'Empire austro-hongrois et la Roumanie. D'accord. Voilà. Ouais. Et cette cabane maison, il y a combien de chambres? Ah non, non, il y a une chambre. Elle fait 16 mètres carrés. Il y a une chambre où je loge. Il y a un poêle à bois, une petite cuisine et puis une mezzanine. Voilà. D'accord. C'est très sympa. Pour le ménage, ça va très vite. Mais c'est intéressant parce que vraiment, on va à l'essentiel. Quand je vais là-bas, je prépare du bois. Je suis vraiment... Vous allez chercher l'eau. Voilà. Et c'est à la bougie.
Oui, 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 à la bougie. Et moi, je suis un passionné de champignons. Donc, aux périodes de champignons, je vais chercher les champignons. J'essaye de me nourrir aussi avec ce qu'il y a sur place. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Il y a du réseau, comme on dit. Alors, malheureusement, il y a du réseau, oui. Ah, malheureusement, oui. Mais pas dans la cabane. Donc, en principe, je laisse le téléphone dans une autre maison qui est à côté et j'essaye de faire un moment sans téléphone. Et vous avez du voisinage? Oui, oui, à 1 heure de marche, oui. Voilà. À 1 heure de marche? Ouais. Alors, il y a d'autres personnes qui sont autour. Il y a 2 ou 3 maisons. Il y en a une qui est en construction. Mais avec l'autre personne, parce qu'on est plusieurs, on se relaie pour faire présence sur le secteur. Voilà. D'accord. Et pour quelque part le maîtriser, ce secteur, enfin le garder tel quel, est-ce que parfois vous vous dites, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir préserver cet endroit préservé? Oui, alors... Ah, nous avons la minute de respiration. Pas la minute, mais... Alors, on n'a pas forcément d'objectif de préserver. Le coin se préservera tel qu'il doit se préserver. Je crois qu'on a peu de pouvoir. On s'aperçoit que la nature est plus forte que nous. Je vous assure, quand on n'a pas la possibilité de venir avec des outils agricoles, des choses comme ça, entretenir un lieu de montagne, c'est très dur. C'est pour ça que les gens ne restent pas. Il faut savoir que ce lieu, il a une histoire, c'est qu'on ne comprenait pas au début pourquoi il était habité. Et dans les temps anciens, les gens peuplaient ces zones protégées parce que les vallées étaient peuplées de barbares. Et donc pour eux, c'était une façon de se protéger. Donc ils ont habité ces lieux très durs, mais jusqu'à il y a 4-5 ans, moi j'ai vu une école maternelle où les gens envoyaient les enfants, comme on voit parfois dans les reportages en Roumanie, quoi. Voilà. Donc vous n'êtes pas trop inquiet, précisément parce que voilà, pour y aller, il faut 2 heures, 3 heures de marche. Et ça se mérite. Hein. Ça se mérite, donc ça se mérite. Oui, voilà, si on veut la quiétude, et par rapport, je dirais aussi, parce que ma pratique de la pleine conscience, c'est quelque chose, c'est un lieu idéal. C'est-à-dire que vraiment, on est connecté avec soi, quoi. Voilà. Et vous y allez combien de fois par... J'essaye d'y aller 1 fois par mois. 1 fois par mois. Et voilà. Vous y restez combien de temps? Alors, quand j'y vais, c'est environ une dizaine de jours, 2 week-ends. Et bon, je suis en phase de pré-retraite quand même, hein, voilà. Mais il y a des gens, il y a quelqu'un de Bucarest qui est installé, il est haïtiste, il a installé son bureau en pleine montagne. D'accord. Ouais. Il y a même un couple de Norvégiens qui sont installés, donc on n'est pas seul. Et toute la population rurale ou d'agriculteurs qu'il y avait, aujourd'hui, elle est remplacée par des gens comme moi, je ne suis pas seul. Et sinon, vous vivez à Bucarest? Oui, principalement à Bucarest. D'accord. Voilà. Vous aimez encore cette ville? Alors, j'y vis, mais j'y reste pas longtemps. Nous avons la chance d'avoir une maison à côté de Bucarest, avec jardin et autres, voilà. Ah, d'accord. Donc, vous êtes là... Très peu. Très peu, ouais. D'accord. Très peu, oui, parce qu'en plus, par mon métier, je suis surtout dans les champs, hein, je suis surtout chez les agriculteurs. Et quand j'ai du temps libre, j'essaie d'aller à cette cabane. Voilà. Écoutez, Patrick Valmarie, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez dit et pour ces moments de respiration si précieux. Je crois que c'est la première fois dans cette émission que nous avons ces moments de respiration. Alors ça va être peut-être un peu difficile pour moi de l'installer à chaque entretien, mais pourquoi pas, ce serait original. Merci en tout cas hein, d'avoir été avec nous, ça nous a fait très plaisir. Merci. Merci à vous tous, bonsoir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un bon week-end et n'oubliez pas donc ces moments de respiration, ces moments de pleine conscience. Je vous remercie. Week-end Placoute, au revoir.